Rebonjour à tous. Alors nous allons voir maintenant en histoire ce qui se passe après les Capétiens. Nous avons vu que ça y est, le dernier roi capétien était décédé sans héritier et que c'est donc la famille des Valois qui va reprendre le pouvoir. Et nous avons vu que ce début de prise de pouvoir est démarré par la guerre de 100 ans. Donc il va y avoir la guerre de 100 ans contre les Anglais, avec l'histoire de Jeanne d'Arc, ça vous reverrez ça plus au collège. Et nous, on va s'intéresser à ce qui se passe un petit peu après, parce qu'on va quitter un petit peu tous ces rois, tout ça. On va entrer dans une nouvelle période qui s'appelle la Renaissance. Alors, c'est parti, on y va. La Renaissance. Donc, dans Renaissance, il va y avoir une idée de naissance à nouveau. Non, nous sommes en 1483. Charles VIII, qui fait toujours partie de la dynastie des Valois. Il monte sur le trône du royaume de France. Donc Charles VIII, voilà. Il a été roi de 1483 à 1498. Donc on a fait un petit bond dans le temps, on ne s'intéresse pas à tous les rois, je vous l'avais dit. Voilà. On est en guerre contre le duché de Bretagne. Alors, il faut savoir que la Bretagne n'appartient pas, je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte, la Bretagne n'appartient pas au royaume de France. Donc on est un petit peu en guerre contre eux. Et lui, il voudrait imposer son autorité et il part en guerre. Alors, on l'avait déjà évoqué rapidement, mais il y avait deux moyens d'agrandir son territoire pour un roi. Il y avait soit de faire la guerre, et s'il gagnait la guerre, il gagnait bien sûr le territoire, mais il risquait de le perdre. Ou on pouvait aussi, par mariage, s'assurer d'un territoire. Si on épousait une héritière par exemple, du duché de Bretagne, et bon, on s'assurait d'avoir ce duché pour nous. Duché, c'est l'endroit, ça c'est le, comment? J'ai perdu mes mots. C'est ce qui est régné par un duc, hein, c'est un titre de noblesse, mais le duché c'est un lieu, c'est un endroit. Donc il part en guerre et donc il épouse la duchesse Anne de Bretagne en 1491. Voilà. Elle va être importante parce qu'elle va défendre les intérêts de la Bretagne et de la culture bretonne. Et elle sera, on va le voir, mariée à deux rois différents. Donc Charles VIII épouse Anne de Bretagne. Et donc, il n'y a plus de raison de faire la guerre au duché de Bretagne, vu qu'il est rattaché maintenant au royaume de France. Donc c'est ce que je disais, même si elle devient donc reine de France, Anne de Bretagne, elle va quand même tout spécialement s'intéresser à ce que sa région d'origine, donc la Bretagne, comme son nom l'indique, bénéficie de toute l'attention et elle va protéger au maximum les intérêts. Elle va quand même se spécialiser dans la protection de sa région. Alors il y a d'autres rois en Europe, et nous on va s'intéresser au roi de Naples, donc en Italie. Parce que ce roi, alors Naples c'est ici, hein. Là vous avez la France, Naples en Italie. Donc le roi de Naples, il meurt et il n'a pas d'héritier. Le même problème que nous avons eu, nous, en France, à la fin des Capétiens. Et son plus proche successeur, c'est Charles VIII. C'est notre roi de France. On a vu le cas, nous, avec Édouard III. Je vous rappelle que Édouard III, roi des Anglais, était normalement le plus proche successeur. Et il aurait dû avoir le trône, mais c'est à la place, c'est un Valois qui l'a eu. Et ce qui nous a mené à la guerre de 100 ans. Là, cette fois-ci, parce qu'on ne voulait pas que ce soit lui. Là, cette fois-ci, Charles VIII, on va lui laisser le trône. Et puis, il a envie de se faire respecter, il a envie d'être un petit peu plus riche, du coup, il va décider d'envahir toute l'Italie. Voilà, donc l'Italie, on l'a là. Alors, je peux pas trop zoomer, non, a priori, je peux pas zoomer. Alors, c'est pas grave. Donc, on a le royaume de Naples, c'était le 4. Donc voilà, le roi de France, en fait, devient aussi le gouverneur de cette partie-là de l'Italie, on va dire de la fin de la botte. Donc il a cette partie-là et il a cette partie-là. Donc logiquement, il a envie de récupérer un petit peu tout ce qui est autour. Donc on a ici la République de Venise, le duché de Milan, donc gouverné par le duc de Milan. Le 3, ce sont les États du pape. Vous vous souvenez que le pape, c'est le grand chef, entre guillemets, de la religion chrétienne.
Et donc, il est basé en Italie. Alors actuellement, il n'est plus basé qu'au Vatican, mais à l'époque, il avait un grand territoire. Je vous rappelle que la religion catholique était la religion la plus importante en Europe à ce moment-là. Et on a aussi la Sicile. Donc il essaye de conquérir un petit peu le reste. Mais voilà, les seigneurs italiens, c'est comme nous, on n'avait pas envie de se soumettre à un seigneur anglais, à un roi anglais, pardon, donc eux, ils n'ont pas envie de se soumettre à un roi français. Donc, ils décident de tous se mettre ensemble pour ne pas subir notre domination, pour ne pas lui obéir. Et ils vont démarrer ce qu'on appellera les guerres d'Italie. Alors voilà, on a la guerre de 100 ans, qui a duré exactement 116 ans. Bon, on l'appelle la guerre de 100 ans quand même. La guerre de 100 ans qui s'étale jusqu'à à peu près 1450. C'est un ordre d'idées, hein, je ne vous demande pas de retenir les dates. Et à partir de 1497, soit à peu près 1500 jusqu'à 1550, il va y avoir les guerres en Italie. Vous voyez, il y a seulement 50 ans sans guerre, hein, ça revient très régulièrement. Le grand roi Charles VIII, par contre, il est un peu maladroit. Et au mois d'avril 1498, donc juste après le début des guerres d'Italie, il oublie de baisser la tête et il se cogne très violemment et il va mourir. C'est un accident, c'est bête. Il n'a pas de fils, donc ça va être son cousin Louis XII qui va lui succéder. Donc il va être roi jusqu'en 1515. Louis XII, il n'a pas de femme, il se dit oh bah tiens, finalement, il y avait la reine, là, elle était pas si bien. Hop, il se marie à Anne de Bretagne et il lui donne encore plus de pouvoir pour gérer la Bretagne. Donc Anne de Bretagne était mariée à Charles VIII et à Louis XII. Et en fait, c'est grâce à elle qu'il va y avoir de nombreux artistes, des poètes, des musiciens et même des humanistes, on va voir ce que c'est, qui vont venir à la cour de France. Alors la cour, c'était tout ce petit monde qui gravitait autour du roi et de la reine. C'était des personnages influents, le roi et la reine, donc ils recevaient des artistes, des architectes, des peintres, qui vivaient pas loin et qui donnaient de leur influence et qui bénéficiaient en retour davantage du roi. Et donc grâce à elle, il va y en avoir énormément et c'est ce qui va contribuer à la Renaissance. Alors les humanismes. Alors, les humanistes, ils viennent du courant de l'humanisme. L'humanisme, donc, c'est une philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de tout. Donc voilà, on va dire qu'on est le plus important. C'est un mouvement intellectuel qui va énormément s'épanouir en Europe au cours du XVIe siècle, donc dans les années 1500, mais qui se base sur plein de choses, des textes et des philosophies qu'on retrouve à l'Antiquité. Et c'est pour ça qu'on va appeler ça la Renaissance, parce qu'en fait, on va puiser beaucoup d'inspiration dans ce qui s'est passé à l'Antiquité, notamment chez les Grecs, et un petit peu chez les Romains aussi, bien sûr. Louis XII continue bien sûr les guerres d'Italie, on a vu que ça durait jusqu'à 1550. Il arrive à prendre la ville de Milan et la ville de Naples. Et pendant qu'ils sont en Italie, ils vont découvrir de nombreuses œuvres d'art et ils vont en être enchantés. Les peintures, des sculptures, des palais, des jardins, des fontaines, et ils vont trouver ça bien plus beau que nos châteaux forts en France qui sont gros, grosses pierres, peu d'ouverture, froid. Voici ce qu'ils vont découvrir en Italie. Ce genre de sculpture, le David. Cette peinture, la naissance de Vénus de Botticelli. Cette magnifique fontaine. Ou regardez cette cathédrale de style gothique. Un palais des Doges à Venise. Un autre palais qui est rempli de peinture. Voilà, ils vont découvrir ça et ils vont se dire, mais nous aussi en France, on voudrait ça. Et donc ce style va être imité par tous les riches de l'époque, tous les gens riches, les ducs, les comtes, les seigneurs, tous ceux qui pouvaient se l'offrir, vont vouloir ce style artistique dans leur maison, dans leur château, dans leur demeure. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va inviter des artistes italiens.
à venir travailler en France. Et c'est ça qu'on va appeler la Renaissance. Cette nouvelle façon de vivre, de décorer, il va y en avoir partout. Les œuvres italiennes vont inspirer les artistes français qui vont eux-mêmes, du coup, aller dans ce courant artistique. Voilà. Ça faisait 1000 ans de Moyen-Âge, hein, parce que on est en train de passer dans les temps modernes, puisque 1492, je vous rappelle que c'est la date de la découverte de l'Amérique, c'est là qu'on passe dans les temps modernes. Mince. Donc ça fait 1000 ans qu'on était dans le Moyen-Âge avec des guerres et il fallait être un guerrier plutôt qu'un artiste et on est en train de changer. Je dis ça. On dit qu'en fait finalement l'art et tout ce que ça nous apporte, c'est très important. Il n'y a pas que l'art. Dans cette période de la Renaissance, on va aussi faire de nombreuses découvertes scientifiques. On va en découvrir en mathématiques, en anatomie, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, donc en médecine aussi. Et aussi en astronomie. Astronomie, c'est l'étude des astres, donc des étoiles. Et pas n'importe quelle découverte. En 1505, un astronome polonais, donc l'astronome, c'est celui qui fait de l'astronomie, qui s'appelle Nicolas Copernic, va comprendre en étudiant le ciel que la Terre n'est en fait pas le centre de l'univers. Jusque-là, on pensait que la Terre, c'était le plus important de l'univers et que tout le reste tournait autour, y compris le Soleil. Et lui va découvrir qu'en fait, non, c'est le Soleil qui est fixe et c'est nous qui tournons autour. Il faut penser que c'est une révolution pour l'époque. Ça fait des années, des siècles, des millénaires qu'on nous dit que non, 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 le Soleil tourne autour de nous, c'est nous qui sommes le centre de l'univers. Ça ne va pas être très bien perçu au début. Mais quelques années plus tard, grâce à d'autres calculs et un autre raisonnement, un autre savant va prouver que Copernic avait raison. Ce savant s'appelle Galilée. Galilée, il est italien et il va réussir à lui aussi prouver un petit peu plus tard que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. En fait, ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'à partir de ce moment, les recherches que vont faire les savants, on va s'appuyer sur de l'observation, du raisonnement et plus non plus sur ce qu'on croit. Avant, on croyait que la Terre était le centre. Oh d'accord, on l'a dit, c'était bon. À partir de la Renaissance, les savants vont faire des expériences, des calculs, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe avec des faits. C'est vraiment le début de la science moderne. C'est très important cette période-ci pour l'étude de la science. Bien sûr, tout le monde ne va pas être d'accord avec les méthodes. Parce que notamment, il y avait des personnes qui disaient que la Terre était le plus important, c'était les chefs chrétiens. Donc pour le christianisme, c'est à ce moment-là hors de question d'imaginer que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc Galilée, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire que non, finalement, il s'est trompé. Sinon, il aurait dû être condamné à mourir sur le bûcher comme un sorcier. Et ce n'est qu'en 1992, donc c'est proche 1992, que l'Église dira que finalement, non, Galilée avait raison et qu'on n'aurait pas dû le torturer comme ça. Vous vous rendez compte? 400 ans plus tard. Et donc c'est ce que je vous disais, je vous l'ai dit plein de fois, c'est ce mot-là, le renouveau des arts et des sciences. On va appeler cette époque la Renaissance. Ça renaît depuis l'Antiquité. Dans cette période de Renaissance, il va surtout y avoir un personnage qui est très important qui s'appelle Léonard de Vinci, qui a fait énormément d'inventions et que vous connaissez déjà de nom. Et c'est aussi à cette époque qu'on va construire de nouveaux châteaux, beaucoup plus jolis, beaucoup plus modernes, et c'est ce que vous verrez dans le C'est pas sorcier de jeudi, les fameux châteaux de la Loire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, une petite vidéo de transition qui vous explique un petit peu en gros ce que c'est que la Renaissance. Mais vous verrez, on reverra d'autres peintures, d'autres sculptures un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. On le verra notamment dans le chapitre sur François Ier, qui est un roi très important de la Renaissance. En attendant, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.